Bonjour, Agnès Renard et moi sommes très heureux de vous retrouver aujourd'hui à l'occasion de la Journée internationale de la tuberculose. Et c'est Agnès Renard qui va nous présenter notre invité du jour, qui se trouve à quelques distances d'ici, à Nice. Eh bien, bienvenue au docteur Karine Risseau, qui travaille au CHU de Nice et qui, je crois ne pas dire de bêtises, a dédié toute son activité au thème de la tuberculose. Donc, on va faire un tour d'horizon avec elle pour mieux comprendre cette maladie et puis pouvoir apprécier les progrès qui ont eu lieu ces 20 dernières années. Alors, la première question que j'ai, évidemment, qui est très importante, c'est quelle est la fréquence de la maladie en France, dans le monde, et y a-t-il une augmentation ces 20 dernières années? Alors, avant tout, je vous remercie de m'avoir invité pour m'exprimer sur ce sujet qui me tient particulièrement à cœur. Et je loue ce genre d'intervention. Il est très important de parler de ces maladies et surtout particulièrement de celle-là, car nous allons voir ensemble qu'elle est particulièrement fréquente. Donc, en termes de fréquence de la maladie, alors, vous allez voir tout de suite qu'il y a une énorme disparité. En termes de fréquence de la maladie en France, c'était votre question, c'est une maladie qui est très rare. On diagnostique chaque année en France environ 5000 cas de tuberculose et c'est un chiffre qui est constant, plus ou moins depuis une dizaine d'années. Dans le monde, par contre, c'est une autre problématique, une dimension totalement différente, car il s'agit de, si on regarde la mortalité, de quoi meurent les gens dans le monde chaque année, il s'agit de la 6e cause de mortalité dans le monde. 10 millions de personnes chaque année s'infectent avec le bacille de la tuberculose et on compte un quart de la population qui est concernée par cette infection. On verra tout à l'heure que c'est une infection particulière dans le sens où le germe, le bacille de Koch, peut rester quiescent dans l'organisme pendant toute une vie, c'est-à-dire dormant. Et un quart de la population dans le monde est porteur ou a été concerné par cet agent pathogène. Voilà pour répondre à votre question. Et en termes, c'est important, et vous faites bien de me poser la question, de caractériser l'évolution de cette maladie. Donc, un quart de la population concernée, 10 millions de nouveaux cas chaque année. Et grâce à l'intervention de l'Organisation mondiale de la santé, grâce à de larges programmes de lutte contre la tuberculose, ce chiffre est en décroissance. Où que ce soit sur le globe, plus ou moins, ce chiffre est en décroissance. Alors, comment attrape-t-on la tuberculose? Est-ce qu'il y a des prédispositions? Alors, comment on l'attrape? C'est une maladie contagieuse, c'est un bacille, le bacille de Koch. Et une personne qui est contaminée aura forcément été contaminée par une seule voie de contamination, qui est la voie aérienne. C'est en respirant des bacilles qui sont tout autour. Il faut imaginer la personne qui est porteuse d'une tuberculose pulmonaire comme une personne qui est extraite par voie respiratoire des bacilles et qui se baladera avec un petit nuage de bacilles autour de lui. Donc, c'est une maladie qui est peu contagieuse. C'est pas autant contagieux que, par exemple, la grippe. Il faut passer beaucoup de temps dans un espace clos et confiné avec une personne qui a la tuberculose, qui va, par ses efforts de respiration, de tout, exalter des agents de la tuberculose. Il faut passer un certain nombre, avec une réelle promiscuité, moins d'un mètre de cette personne pour risquer d'être atteint de cette maladie. Donc c'est une maladie de la promiscuité, on le verra tout à l'heure, une maladie qui touche plutôt les milieux défavorisés. Par exemple, à l'extérieur, les UV vont tuer le bacille et vous ne pourrez pas être contaminé à l'extérieur. Donc c'est par voie respiratoire, c'est pas par le toucher, et ça c'est important à savoir. Et donc, elle est indépendante des conditions sanitaires de mode de vie. Est-ce qu'il y a un lien avec l'hygiène ou pas? Mais bien sûr, elle est, enfin, avec l'hygiène, avec la promiscuité pour être plus précis, Oui. car c'est par voie respiratoire et comme je vous le disais, c'est peu contagieux. Quand vous êtes au contact d'une personne qui a la tuberculose, qui va être contagieuse, qui va avoir son petit nuage de bacilles autour d'elle, si vous restez un temps frustre et à distance, vous ne serez pas contaminé. Donc, c'est une maladie de la promiscuité. Il faut être beaucoup de temps, un temps prolongé près de la personne pour être contaminé. Et ce qui est très important et difficile à comprendre, hein,
inhabituel dans le monde de l'infectiologie, c'est que c'est une maladie qui peut rester latente. Donc, si on a la malchance d'être au contact avec une personne contagieuse, qu'on respire suffisamment de temps le bacille pour qu'il puisse rentrer dans nos voies aériennes et se déposer dans nos poumons, la plupart du temps, dans 95% de cas, notre organisme va réussir à maîtriser cet agent infectieux et le mettre dans un état quiescent, c'est-à-dire qu'il va être dormant. Il ne se développera pas. On n'est pas malade, on n'est pas contagieux. Pour vous donner une image, c'est comme si vous aviez un bacille qui dormait quelque part chez vous. Vous vivez une vie complètement normale avec lui. Par contre, il peut se réveiller. Et pour répondre à votre question, effectivement, certains états du corps peuvent favoriser un échec finalement de ce contrôle et le réveil du bacille pour qu'il se multiplie, pour que vous en ayez des milliards dans le poumon principalement et qui vous rendent malade. Alors ces états du corps qui favorisent le développement d'une infection qui passe du stade infection à maladie, ces états du corps, c'est tout ce qui affecte votre immunité. Alors, il y a les choses inévitables, les éléments sur lesquels on ne peut pas jouer, c'est les âges extrêmes de la vie. Quand on est un enfant, surtout un jeune enfant, un nourrisson de moins de 2 ans, on a un système immunitaire, c'est-à-dire nos petits défenseurs qui sont immatures. Donc, les enfants vraiment ont un risque de développer la tuberculose maladie et d'en décéder. Les âges extrêmes, je pense aussi aux personnes âgées. Et puis, il y a des éléments sur lesquels on peut jouer. Le principal élément, c'est l'infection par le VIH, qui est une infection qui est complètement maîtrisable sous couvert d'un accès aux soins et aux traitements. Et l'infection VIH est vraiment un énorme problème en tant que déclencheur et de passage à la maladie. C'est vraiment un problème aussi qui concerne l'Afrique, car ce dont on n'a pas parlé sur le plan épidémiologique, donc je vous disais en France, 5000 nouveaux cas par an, l'incidence par habitant, c'est 8 cas pour 100 000 habitants chaque année qui développeront la tuberculose. Quand on regarde certains pays d'Asie, d'Afrique, c'est 300 à 500 nouveaux cas par an. Donc, en fait, si vous regardez où se situe la tuberculose, c'est en Asie du Sud-Est, en Indonésie et en Afrique. C'est vraiment les 3 gros foyers. Et en Afrique, principalement, le vrai problème est l'association tuberculose et VIH. Le VIH se positionnant comme révélateur parce qu'il va affaiblir vos défenses de la maladie. Donc les personnes qui sont porteuses du VIH ont plus de chances de devenir malades, donc de faire les frais de cette maladie qui peut être grave et engendrer la mort, alors qu'elle est complètement curable, et contaminer d'autres personnes. Dans les facteurs favorisants, il y a tout ce qui paralyse l'immunité, comme par exemple un diabète, surtout lorsqu'il n'est pas contrôlé, et la dénutrition, et d'autres éléments plus anodins, mais qui ont vraiment leur importance, par exemple le tabagisme. Ce que je dis à mes patients, pour lesquels j'ai créé des consultations de tabacologie, c'est que le tabac donne à manger à la tuberculose, pour être simple. Donc le tabac occasionne des échecs thérapeutiques et favorise le passage au réveil de la bactérie qui va devenir, comme on dit, pathogène, c'est-à-dire induire la maladie. Parce qu'il abaisse l'immunité ? Localement, oui, il crée un déséquilibre de l'immunité. C'est votre immunité qui fait que vous empêchez le germe de se développer. Et il crée un déséquilibre en faveur du développement de la tuberculose. Un patient qui fume, sur le plan inflammatoire, toute personne qui fume a une inflammation dans les poumons, a une immunité différente dans les poumons. Il faut vraiment le savoir. Et qu'en est-il alors de la vaccination ? Je pensais naïvement qu'elle faisait d'énormes progrès. Et est-ce que c'est vraiment le cas ? Alors, il y a des progrès qui sont attendus de la vaccination. Alors, la vaccination, c'est un outil qui est très intéressant, d'autant plus si on est dans un pays à forte incidence. Alors, pour un enfant né en France, le risque de développer, d'être au contact au cours de sa vie d'un tuberculeux, vous l'avez compris, est extrêmement faible. Quand on regarde en Asie du Sud-Est, en Afrique, il en est tout autrement, il y a un réel risque encouru.
Le vaccin, comme on l'utilise actuellement, le BCG, qu'on a tous eu, hein, que j'ai eu moi aussi, va vraiment efficacement protéger les enfants des formes graves de la tuberculose, c'est-à-dire les formes extra-pulmonaires. Donc c'est un vaccin qui est intéressant. Il faut bien comprendre une chose, c'est que le vaccin ne va pas vous empêcher de développer la tuberculose, mais va vous empêcher de faire une forme grave. Donc, il va protéger, vous vous rappelez, on le fait dans l'enfance, ce vaccin. Donc, il va protéger les enfants de mourir de la tuberculose avec les formes graves, notamment neuroméningées. Ouais. Par contre, on peut être vacciné et développer une tuberculose maladie, une forme pulmonaire. L'enjeu du futur, les vaccins en cours de développement et de test, c'est des vaccins qui empêcheront les personnes qui sont porteuses saines, donc ces personnes, on parle d'un quart de la population mondiale, de passer au stade de maladie, qui empêcheront le réveil de la maladie et de développer la maladie. Donc ça, c'est tout l'espoir du futur et c'est dans l'objectif de l'OMS. Il y a l'accès aux soins, bien entendu, l'accès au diagnostic énormément d'argent investi dans le domaine de la recherche, notamment dans des vaccins qui empêcheraient le développement de la maladie, notamment chez les patients les plus enclins à développer la maladie. Pour le moment, il faut savoir que le BCG est contre-indiqué, comme il s'agit d'un vaccin vivant atténué, est contre-indiqué chez les patients qui sont immunodéprimés. Donc, on ne peut pas l'administrer aux patients qui vivent avec le VIH. Est-ce que le vaccin est efficace sur la tuberculose multirésistante? Alors, mais forcément, si vous ne développez pas la maladie, vous ne risquez pas de développer une multirésistance. En fait, le vaccin, il n'a pas de frontière entre la résistance et la multirésistance. Il sera autant efficace que vous soyez un jeune enfant qui est au contact d'une personne qui va le contaminer, sera autant protégé qu'il s'agisse d'une bactérie résistante ou multirésistante. Alors, si j'ai été vaccinée, je peux tout de même attraper cette tuberculose. Je comprends que je vais faire une forme beaucoup moins sévère, mais est-ce que je peux en guérir? Ou est-ce que je vais garder des séquelles? Mais bien sûr, la tuberculose, et c'est pour ça qu'il faut se mobiliser et continuer à se mobiliser. La mobilisation paye, hein. Et c'est via l'OMS, des politiques de santé, des politiques gouvernementales, hein. C'est une action qui est soutenue par l'ONU. C'est une maladie qui est la première cause de mortalité par maladie infectieuse et pourtant une maladie qu'on peut guérir. Quand on prend un traitement, alors c'est un traitement qui n'est pas anodin dans le sens où c'est plusieurs médicaments, 4 principes actifs qui sont pris au moins pendant 6 mois. Donc c'est quand même, on imagine qu'il peut y avoir une certaine intolérance, il va y avoir besoin d'une certaine surveillance, mais à traitement correctement pris, on guérit de la tuberculose sans qui est récidive globalement. Il y a un risque de 5% de récidive, mais si on prend correctement son traitement, on guérit de la tuberculose. Et ce traitement est disponible partout ou pas vraiment partout? Mais justement, c'est tout l'enjeu. L'enjeu, c'est de le rendre disponible. L'enjeu, c'est de le rendre disponible, de rendre gratuit. En France, une personne qui est prise en charge pour une tuberculose n'aura pas à délivrer 1 centime. Que ça soit pour le diagnostic, hein, parce que c'est un diagnostic qui fait intervenir des professionnels de santé, de l'imagerie, de la biologie, et que pour tout le suivi, et après traitement, comme il y a un risque de 5% de récidive, il y aura un suivi. Tout est pris en charge à 100%. Malheureusement, si on regarde les pays pauvres, le problème, c'est que ça peut ruiner des familles. Le traitement n'est pas suffisamment pris en charge et c'est là tous les efforts. Les efforts se concentrent dans l'accessibilité au traitement et leur gratuité. Parce que comme on l'a vu, c'est une maladie qui touche les plus défavorisés, qui peut toucher tous les milieux, hein, mais qui touche principalement les milieux les plus défavorisés, qui ne peuvent pas payer ce genre de thérapeutique prolongée. Alors, quels sont les premiers signes qui doivent alerter une maman ou soi-même
et qui doivent encourager la personne à aller consulter. C'est quoi les premiers signes de la tuberculose? Alors, pour répondre à votre question, je vais commencer par les premiers signes chez l'adulte. Parce que chez l'enfant, c'est un diagnostic qui est plus difficile, les enfants ayant des symptômes que de manière très, très tardive. Donc, chez l'adulte, c'est une maladie d'évolution lente. Donc, comme je vous disais, la particularité de ce bacille, c'est qu'il peut rester dormant dans l'organisme toute une vie, et on ne sera pas malade. Et quand il se développe lentement. C'est bien pour cela qu'on doit le traiter pendant très longtemps. Donc, quand il se développe, c'est lentement. Et ça va... Alors, vous voyez, par exemple, je faisais le parallèle avec la grippe. La grippe, elle se développe, on va être contaminé 24-48 heures avant. Et elle va se développer très vite et de manière très symptomatique. Le bacille de Koch va se développer lentement. Du coup, les symptômes, ça sera une fièvre qu'on dit vespérale le soir avec des sueurs qui vont s'installer progressivement, une fatigue inhabituelle, une perte de poids, puis, comme dans la plupart des cas, le bacille se développe dans les poumons, mais il peut se développer dans d'autres organes, ça va être des signes d'atteinte pulmonaire. Donc une toux qui va être de plus en plus invalidante, diurne, nocturne, le jour, la nuit, avec des expectorations. Voilà, ça sera l'engrenage de l'ensemble de ces symptômes. Mais dans le temps, quelque chose qui arrive d'un coup, par la grippe, il va y avoir une rhinite, des maux de gorge, ça va être fugace et intense. C'est pas la tuberculose. Ça s'installe progressivement. Oui, on l'a vu, l'image de la tuberculose a été très importante dans la littérature, dans la musique du 19e siècle, avec des agonies très longues, des sanatoriums, des séjours en sanatorium très longs. Là, aujourd'hui, je pense que ce n'est plus du tout le cas. Quels sont les conseils que vous donneriez d'hygiène élémentaire que tout le monde peut suivre pour éviter d'attraper la tuberculose dans les pays où celle-ci est prévalente? Les conseils que je donnerai ne peuvent pas être tenus par tout le monde, justement, parce que, comme je vous disais, une personne malade va contaminer les autres parce qu'elle est proche de ces personnes. Et dans ces pays à faible revenu, les personnes sont obligées de vivre dans la promiscuité. On n'est pas une personne par chambre, on n'a pas des appartements et des maisons de plusieurs centaines de mètres carrés. Par contre, le conseil et le véritable conseil, c'est de savoir que c'est une maladie qui se guérit et qui se guérit complètement. Et en cas de symptômes, de consulter son médecin traitant, un spécialiste, l'hôpital le plus proche pour être pris en charge. Car le seul moyen dans les pays à faible revenu d'éviter la contagiosité, la contamination, c'est de se faire prendre en charge. L'autre élément, c'est la vaccination. Alors, une question subsidiaire pour nos téléspectateurs qui n'ont pas forcément toujours un accès aux soins faciles. Est-ce que vous avez connaissance de solutions de diagnostic par le digital, par le numérique? Parce que parfois, lorsqu'on n'a pas accès aux soins, on a en revanche un portable. Alors non, j'ai pas en connaissance. Alors oui, j'imagine qu'il doit y avoir des arbres décisionnels accessibles où on introduit ces symptômes pour établir un risque que les symptômes soient liés à la tuberculose. Mais soyons clairs, une perte de poids, une fatigue avec une toux qui passe pas, il y a d'autres hypothèses diagnostiques. En fonction de l'âge, pour un âge avancé, il faudra penser par exemple au cancer du poumon, surtout si la personne a fumé. Les plus jeunes, il faudra plus penser à la tuberculose. Donc non, je pense qu'il faut s'en référer à un professionnel. Et de toute façon, le diagnostic, et ça aussi l'enjeu, le diagnostic va pas être fait juste par une supposition du médecin. On essaye de prouver le diagnostic. Donc comment on fait? On va demander au patient de cracher.
Et par contre, là, oui, il y a des techniques de diagnostic rapide qui ont été mises en place et qu'on essaye de rendre plus disponibles parce que justement, on va pouvoir, si on fait le diagnostic, on va pouvoir traiter plus rapidement. C'est des techniques de biologie moléculaire qui permettent, en l'espace d'un quart d'heure, entre la réalisation de l'expectoration et l'analyse du prélèvement, de dire oui ou non, il y a des bacilles de Koch à l'intérieur de ce prélèvement. Alors, on peut se tromper dans le sens où on se trompera en disant il n'y a pas, et en fait, si on avait un peu attendu, laissé en culture le prélèvement, les bacilles auraient poussé, mais on se trompera pas dans l'autre sens. Quand le test est positif, c'est qu'il y a maladie. Et en l'espace de 15 minutes, on peut avoir un diagnostic. Donc, c'est un des objectifs et c'est une des modalités mises en place par l'OMS et qui a permis de traiter mieux et plus les patients. C'est cette technique de biologie moléculaire qui donne des diagnostics rapides. Et dans la lutte mondiale contre la tuberculose, c'est l'OMS qui est chef d'orchestre en quelque sorte, ou est-ce qu'il y a aussi des ONG importantes qui s'en occupent? L'OMS qui coordonne et des ONG, il y a des fondations aussi qui permettent de recueillir des sommes conséquentes. Mais tout est organisé et coordonné par l'OMS. Je vous disais, hein, c'est une stratégie comme celle qui est conjointe avec celle de la lutte contre le VIH. Hein, vous avez compris à quel point il y a intrication entre tuberculose et VIH. On ne réussira pas à éradiquer cette maladie qu'est la tuberculose sans prendre en charge de manière plus correcte la maladie VIH. C'est conjoint. Hein. Tout est organisé et par l'OMS. Et bien entendu, c'est des missions gouvernementales. C'est les gouvernements des différents États qui s'engagent dans cette lutte. C'est un engagement. Donc forcément, il est pluriel. Et les progrès que vous annoncez, notamment en ce qui concerne les vaccins, c'est à quel horizon, à quelle perspective? Il y a des études en cours. Et c'est des vaccins qui sont testés depuis 2017, 2018, 2019. Alors, comme c'est une maladie d'évolution lente, c'est plus long de caractériser l'efficacité ou pas d'un vaccin. On pourra caractériser rapidement le caractère nocif ou pas d'un vaccin, mais est-ce qu'il est efficace? Cela mettra plus de temps. Est-ce que c'est le même mode d'action que celui qui est intervenu pour le vaccin du Covid ou pas du tout? Comment ça fonctionne, ces vaccins? Ils ont un mode de fonctionnement très différent? Alors, tous les vaccins, c'est la même philosophie, c'est éduquer le système immunitaire. Que ça soit, il y en a qui font intervenir l'ARN, un processus, on va plutôt on va jouer sur l'ARN, l'ADN des cellules pour qu'elles expriment des antigènes du bacille pour éduquer le système immunitaire. Hein. Votre système immunitaire, c'est votre système immunitaire qui fera le travail, mais il aura été éduqué pour savoir reconnaître le bacille et être actif. Là, le vaccin qu'on utilise actuellement, c'est injecter sous la peau un bacille vivant mais atténué, de manière à ce qu'il y ait une reconnaissance du vrai bacille lorsqu'il viendra infecter le patient. Mais vous avez raison, maintenant, c'est des techniques d'approche qui sont différentes. C'est la même philosophie, mais avec des techniques d'approche différentes. Et les patients que vous voyez, là, vous les voyez pendant combien de temps? Vous devez les suivre alors pendant plusieurs années? Alors en France, je vous disais, 5000 cas par an, c'est rien. Oui, on les suit pendant plusieurs années. Alors nous, on a mis en place, en France, des centres de lutte contre la tuberculose. C'est des services au sein d'hôpitaux, mais aussi en dehors d'hôpitaux. Par exemple, moi, mon service est en centre-ville. Et qui est composé de radiologues, infirmières, aides-soignantes, de secrétaires qui sont capables de faire des enquêtes, hein, parce qu'on va essayer de repérer qui le patient qu'on prend en charge a pu contaminer au cours de sa vie je vous expliquerai ça plus tard, mais pour répondre à votre question,
Oui, on va les prendre en charge pendant longtemps. On va les prendre en charge pendant le temps du diagnostic, hein, qui n'est pas instantané, et on va les prendre en charge au moins pendant 6 mois, pendant tout le temps du traitement de la maladie, et un suivi ultérieur, car dans 5%, il peut y avoir des récidives. Je vous ai dit 6 mois de prise en charge, mais ça, c'est quand le bacille est sensible, c'est-à-dire que les antibiotiques usuels qu'on utilise sont actifs. Le problème à l'heure actuelle est l'émergence de bacilles qui sont résistants aux agents anti-infectieux couramment utilisés. C'est environ 3,5% des nouveaux cas mondiaux de tuberculose qui sont concernés par ce bacille pour lesquels les traitements usuels ne vont pas fonctionner. C'est un problème qui touche avant tout l'Europe de l'Est, la Fédération de Russie, l'Asie du Sud-Est, un peu moins l'Afrique, mais c'est un vrai problème, car en gros, c'est à peu près 500 000 nouveaux cas. Je vous ai 10 millions de nouveaux cas de tuberculose chaque année. 500 000 sont des bacilles qui ne vont plus être sensibles au traitement habituel. On les dit multirésistants, voire ultra-résistants, quand ils sont vraiment résistants à énormément de drogues utilisées. Le problème de ces bacilles, c'est qu'ils vont nécessiter l'utilisation d'autres traitements et de manière beaucoup plus prolongée. J'en suis parfois amenée à traiter pendant 20 mois certains patients, voire de les faire bénéficier de prise en charge chirurgicale, car on n'a plus de traitements qui fonctionnent et qui permettent d'éradiquer le bacille sans risque qu'à l'arrêt du traitement, il y ait une récidive de l'infection. Grâce à vous, docteur Karine Risseau, du Centre hospitalier de Nice, nous avons bien compris où en était cette maladie, la tuberculose, à l'occasion de la Journée internationale de la tuberculose. Je vous remercie, et Agnès Renard avec moi, vous remercions d'avoir participé à cette émission. Merci beaucoup, chers téléspectateurs, et à bientôt. Merci. Merci à vous. Au revoir.